Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de Pile d'Histoire. C'est la petite émission qui accompagne le podcast Parole d'Histoire. Aujourd'hui, on parle de Seconde Guerre mondiale parce qu'il y a une constante dans l'édition d'Histoire, c'est que la Seconde Guerre mondiale est un sujet inépuisable. Il se publie en permanence des livres et j'en reçois en permanence, donc je vais en présenter quelques-uns. Comme toujours dans ces petites vidéos donc complémentaires du podcast Parole d'Histoire que vous retrouvez sur cette chaîne, le but est de présenter des ouvrages de façon brève. C'est des livres que j'ai pas lus en intégralité, sauf exception, mais que je vais évoquer en ayant lu l'introduction, en ayant lu de quoi les situer et de quoi donner envie ou pas d'aller plus loin pour vous permettre d'avoir une idée de ce qui paraît. Alors la liste des livres, les 9 livres, est dans la description de la vidéo qui se trouve ci-dessous avec le minutage de l'émission. Et donc je commence tout de suite avec un livre qui a été pour moi l'un des plus agréables à lire, celui de Louis Clerc sur la Finlande pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est préfacé par Jean Lopez chez Perrin. Jean Lopez, c'est un peu le monsieur histoire militaire de Perrin, qui vient de coécrire une histoire immédiate de la guerre en Ukraine avec Michel Goya. Et l'auteur Louis Clerc, il est professeur à l'université de Turku en Finlande, donc il connaît la langue finlandaise, il connaît les sources finnoises. C'est évidemment très précieux, ça donne des éclairages très originaux sur les différentes guerres de la Finlande, puisque d'abord la Finlande est attaquée par l'URSS en 1939, et du coup le monde occidental se prend d'enthousiasme pour la brave petite Finlande qui se bat seule contre Staline, et qui au départ réussit plutôt bien, d'autant que l'armée rouge a été décapitée par les purges staliniennes. Et puis ensuite la Finlande est alliée aux nazis, elle participe à l'opération Barbarossa, elle participe indirectement au siège de Leningrad, et elle réussit, chose assez originale, à sortir de la guerre, mais sans occupation soviétique, alors qu'elle a été en guerre contre les soviétiques, sans occupation soviétique, contrairement à tout ce qui deviendra le bloc de l'Est, donc elle a un sort assez original. Et puis autre originalité, c'est un pays qui, pendant la guerre, garde un système démocratique pour l'essentiel, ce qui est très différent des autres alliés de l'Allemagne. Et de manière plus générale, ça fait réfléchir sur la guerre de façon excentrée, en plus excentrée avec un petit pays, entre guillemets, voisin du colosse soviétique, ce qui a plein de résonance avec, évidemment, la situation actuelle en Ukraine. Donc c'est un livre très intéressant, et si vous voulez lire du neuf sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment des choses qu'on lit pas souvent, d'autant qu'à la fin, il y a un topo sur la mémoire, sur l'historiographie, qui est tout à fait bien fait. Alors un autre acteur, en quelque sorte périphérique de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le Vatican. Il y a eu des dizaines de livres depuis les années 60, depuis la pièce de Auschwitz en 1961, Le Vicaire, qui mettait en cause Pie XII. Il y a eu des dizaines de livres sur l'attitude de Pie XII, de la papauté vis-à-vis du nazisme, de la Shoah. On lui a beaucoup reproché sa passivité. Et ici, c'est Andrea Riccardi, qui est une grande figure du monde catholique italien, qui a été ministre du gouvernement Monti, qui propose un livre qui s'appelle La guerre du silence, Pie XII, le nazisme et les juifs, aux éditions du Cerf. Alors c'est un livre que je ne conseille pas particulièrement, parce que j'ai rarement lu une introduction avec aussi peu de problématisation. On est vraiment dans quelque chose de très vague. On comprend vaguement que l'intention du livre est plutôt de justifier le silence du Vatican, mais sans aller trop loin non plus, puisqu'il conclut en disant qu'il ne s'agit ni de condamner ni d'absoudre. Donc évidemment, comme historien, on peut être d'accord sur le fait qu'on n'est pas là pour juger. On aimerait bien quand même ne pas juger, mais engager une interprétation, engager un propos. Et là, c'est vraiment pas le cas pour ce que j'ai pu lire dans l'introduction et la conclusion. Il n'y a pas de cadre conceptuel très clair. On reste plutôt sur sa fin. Donc je conseillerais plutôt pour l'instant de rester sur la biographie de Pie XII par Pierre Milza, ou d'attendre le numéro de la revue d'histoire de la Shoah qui est à paraître dans quelques mois sur ces questions. La revue d'histoire de la Shoah, justement, c'est le point de départ du livre suivant dont je voudrais parler, qui est un livre dirigé par Laurent Joly. Laurent Joly, on l'a reçu à plusieurs reprises dans le podcast, c'est aujourd'hui l'historien de référence sur Vichy et ses politiques antisémites, et il dirige La France et la Shoah. Vichy, l'occupant, les victimes, l'opinion. Et en fait, c'est une reprise partielle du numéro 212 de la revue d'histoire de la Shoah que Laurent Joly avait coordonné, qu'on trouve sur Cairn, qui s'appelait Vichy, les Français, la Shoah, un état de la connaissance scientifique. Et donc il y a toute une partie des chapitres qui sont repris de la revue vers le livre, par exemple le chapitre de Tal Brutmann sur les débuts de la politique antisémite, celui de Renaud Mels sur Laval et son antisémitisme, et puis une partie des chapitres qui sont de nouveaux chapitres, avec 7 textes très variés, qui font donc du livre un tableau complet, détaillé de la Shoah en France, qui est à la fois une synthèse, des chapitres de synthèse, et des chapitres qui sont très spécifiques des études de cas, par exemple une étude de cas sur les scouts juifs dans le Tarn, et la façon dont Vichy, on va dire, les gère. Donc je pense que c'est appelé à être un des livres de référence sur la question, et je signale au passage que c'est un livre qui est dédié à la mémoire de Michael Marus. Michael Marus, c'est cet historien canadien qui, avec Robert Paxton, avait écrit l'un des premiers livres sur Vichy et les Juifs, un pionnier donc de cette histoire à qui il est rendu hommage. Alors un autre pionnier de cette histoire, et un autre livre majeur sur la Shoah. Je vais aller assez vite parce que ce sera l'occasion d'un prochain entretien qui est programmé, on enregistre le 3 juillet, avec l'historienne Judith Lioncan qui a réalisé l'édition critique et l'introduction de cette réédition. Michel Borwix écrit des condamnés à mort sous l'occupation nazie. Alors Michel Borwix est un écrivain, poète, résistant, juif polonais,
qui a réussi à s'évader d'un camp nazi pendant la guerre, qui a rejoint la résistance, qui ensuite a travaillé comme historien dans la Pologne libérée en 1945 pour collecter le plus de textes possible sur ce qui s'était passé sur la Deuxième Guerre mondiale, qui a quitté la Pologne devenue stalinienne pour la France, où il met son savoir, son expérience et les textes qu'il a collectés sous forme de thèse de sociologie, publiés en 1954 en livre. Et d'une certaine façon, c'est vraiment l'un des tout premiers travaux universitaires sur la Shoah, même si on ne l'appelle pas encore comme ça, et un travail qui s'intéresse à l'écriture. Comment on écrivait, qui écrivait dans les ghettos, dans les camps, mais aussi parmi les déportés. Donc il compare les juifs et les résistants déportés pour essayer de jauger, de comparer, de faire un travail analytique. C'est très très intéressant, et c'est intéressant aussi bien pour le contenu du livre que pour le parcours de l'auteur, donc à suivre pour un entretien détaillé, parce que Judith Loncan a écrit vraiment une préface et un dossier critique tout à fait remarquable, donc on aura l'occasion d'en parler avec elle. Alors un autre livre dont je ne parle pas longuement, et je ne l'ai même pas sous la main parce que je viens de le prêter, c'est le livre d'Isabelle Neuschwander. C'est le prochain épisode du podcast, c'est sans doute l'épisode qui est en ligne au moment où vous voyez cette vidéo, puisqu'il sort normalement le samedi 1er juillet, et c'est le livre L'aventure du Boira, qui est consacré à une très belle histoire, qui est celle de son propre père, qui a été résistant, déporté, et qui l'a raconté, et autour duquel elle a enquêté, donc là encore, à retrouver sur le podcast. Alors on passe à un livre très divertissant, disons autant que possible pour un sujet comme la Seconde Guerre mondiale. C'est la première traduction en français d'un livre, là aussi publié dans les années 50, d'un ancien agent secret britannique, Ewan Montague, The Man Who Never Was, l'homme qui n'existait pas, et qui raconte une opération secrète britannique de la guerre, une opération d'intoxication, comme on dit, c'est aux éditions Nouveau Monde. Alors c'est quoi cette intoxication? Ça consiste à faire croire aux Allemands que les Alliés vont attaquer en Grèce, et non pas en Sicile en 1943, et comment on leur fait croire? Eh bien, en larguant en mer un cadavre d'un faux officier avec les poches remplies de faux plans d'attaque, en espérant qu'il s'échoue sur une plage et qu'il soit trouvé. Et effectivement, il s'échoue sur une plage espagnole, il est ensuite transmis aux autorités allemandes, aux services secrets allemands, qui le prennent très au sérieux. C'est cette opération qui s'appelle l'opération Mincemeat, et qui a été un succès du renseignement britannique pendant la guerre, et donc qui est raconté ici par son principal organisateur, Montague, qui raconte pas tous les détails, parce qu'on est en 1953 quand il publie ça, et du coup, les Britanniques n'ont pas encore révélé qu'ils avaient, par exemple, décodé les communications de la machine allemande Enigma, donc voilà, il y a des choses, il y a des omissions, mais c'est quand même un livre qui est très divertissant, en fait, parce que c'est, pardon, ça raconte une aventure, une affaire réelle, mais tout à fait rocambolesque, d'espionnage et d'intoxication de renseignements pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors une ambiance très différente avec un livre qui est celui du journaliste et docteur en biologie Nicolas Chevassus-Louis sur l'Institut Pasteur sous l'occupation. Donc ça s'appelle La guerre des bactéries, l'Institut Pasteur sous l'occupation aux éditions Vendémiaire. C'est un livre très intéressant, et la préface en particulier intéressante sur le contexte d'écriture, parce qu'il raconte qu'il avait publié en 2004 un premier livre, Savants sous l'occupation, et à l'époque il était vraiment dans une logique un peu dénonciatrice de l'attitude sombre des savants sous des années noires, comme c'était un peu à l'apogée de cette vision sombre dans les années 2000. Et il explique qu'il a depuis un peu complexifié son regard, en voyant qu'effectivement il y avait des pastoriens qui avaient collaboré, on avait aussi beaucoup qui avaient résisté, qu'ils avaient aussi essayé de freiner la production pour l'Allemagne et pas seulement de fournir des vaccins aux Allemands, et plus largement en essayant de sortir un peu de ce binôme réducteur collaboration-résistance pour prendre en compte de façon plus large l'Institut Pasteur, pour dépasser la mythologie, l'auto-mythologie de l'Institut Pasteur, parce qu'il y a quelque chose un peu, il le dit, une forme de religiosité qui entoure Pasteur, son institut, même encore en partie aujourd'hui, et pour montrer notamment que la guerre, c'est un moment où l'Institut Pasteur doit se transformer, parce que l'Institut est ruiné par l'inflation, du coup il doit vendre des médicaments pour se financer, et donc c'est sans doute la guerre un moment qui initie aussi une transformation, entre guillemets, entrepreneuriale, de l'Institut de recherche vers la vente d'un certain nombre de vaccins ou de médicaments. Donc il y a beaucoup de choses très intéressantes dans un livre qui est très, très bien mené, qui est bref, qui est bien structuré, même si évidemment on a cette maquette tout à fait agaçante des éditions Vendémiaire, parce que les chapitres ne sont pas numérotés, donc c'est une originalité qu'on peut discuter, mais le livre lui-même, le contenu du livre, est vraiment tout à fait intéressant. Alors, le plus gros livre de la pile, c'est celui de Cécile Desprairies au PUF, Voyage à travers la France occupée. C'est un livre considérable, il fait plus de 1000 pages. L'idée du livre est de faire un répertoire quasi complet des différents lieux de l'occupation en France, l'occupation allemande, mais aussi les figures de Vichy et de la collaboration. Donc par exemple, si on ouvre à la page 745, on a le département du Rhône, et alors là évidemment pour le département du Rhône, on va avoir un plan de Lyon,
et de nombreuses pages qui vont documenter ce qu'on trouve, par exemple, la Geheimfeldpolizei des Allemands à Lyon se trouvait 21 cours de Verdun dans un hôtel, voilà, et ça explique ce que sont devenus ces lieux aujourd'hui. Donc c'est vraiment un gros boulot département par département avec un recours aux archives, avec à chaque fois des plans des différentes localités, principalement des chefs-lieux de département. Voilà, donc là on a par exemple un plan de Fontainebleau avec les différents lieux liés à la Deuxième Guerre mondiale. C'est très riche, j'ai quand même quelques réserves. Le livre n'est pas totalement complet. Si on prend par exemple le département du Doubs, on se rend compte qu'il y a 3 pages sur Besançon, il y a également une demi-page sur Montbéliard, mais en fait, on ne sort pas de ces 2 villes, alors que par exemple dans le Doubs, il y a eu un camp, pendant la guerre, un camp de la Saline Royale, où étaient internés des tziganes. Autrement dit, voilà, c'est une cartographie, mais peut-être pas 100% exhaustive. Deuxième chose, et là c'est un choix du livre, mais je pense que c'est dommage, c'est que ça concerne que les Allemands, Vichy, les collaborationnistes, il n'y a rien sur la résistance, donc il n'y a pas une seule mention des différents immeubles où vivaient des résistants, des lieux de leur action, des maquis, etc. Voilà, ça ne figure pas dans le livre, et je pense que c'est dommage. Et puis plus embêtant pour moi, ça se limite vraiment à un annuaire ou un atlas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexion sur... Pardon, il n'y a pas de réflexion sur les usages de la ville, il n'y a pas de réflexion sur la mise en mémoire, sur pourquoi il y a une plaque à tel endroit, pas à tel autre, sur que sont devenus les lieux, pourquoi certains sont restés marqués mémoriellement, comme l'hôtel du Parc, l'hôtel Lutetia, pourquoi d'autres ont complètement disparu, voire ont été détruits dans les années 60-70. Donc cette dimension mémorielle, voilà, elle manque à mon avis au livre, ce qui reste évidemment à connaître, à saluer pour l'effort, mais qui scientifiquement, voilà, et pas peut-être ce qu'on aurait pu rêver, à signaler que l'Institut historique allemand a réalisé un travail comparable en ligne, avec sans doute plus de dimensions scientifiques. Alors je termine avec un livre chez Folio, celui de Christian Delage, Filmé, jugé de la Seconde Guerre mondiale à l'invasion de l'Ukraine. Alors comme l'indique le sous-titre, c'est la nouvelle édition actualisée jusqu'à l'invasion de l'Ukraine, d'un travail qui était déjà paru en 2006, qui s'intitulait La vérité par l'image de Nuremberg au procès Milosevic, et Christian Delage, qui est professeur émérite aujourd'hui, qui a beaucoup travaillé, soit par des livres, soit par des documentaires sur les rapports entre image et histoire, s'intéresse à la question de l'image comme preuve judiciaire dans les procès comme le procès de Nuremberg, preuve pour l'historien, et quelles interférences il y a entre ces 2 logiques, logique judiciaire, logique historienne, et aussi avec quelle réactualisation, puisqu'il termine sur le massacre de Boutcha au printemps 2022, et de quelle façon on peut documenter par l'image, notamment des journalistes qui ont fait une enquête pour documenter par l'image une atrocité, en reprenant des protocoles qui pouvaient être les protocoles de Nuremberg, utilisés pour les crimes nazis. Alors c'est un pari, je pense, tout à fait intéressant sur la capacité de l'histoire à aborder, à s'emparer de l'actualité immédiate, et en lien évidemment avec le fait que Christian Delage a dirigé l'IHTP, l'Institut d'Histoire du Temps Présent, dont c'est l'une des vocations justement de questionner, de remettre en question cette barrière passé-présent pour faire de l'histoire immédiate. Donc un livre voilà, qui a beaucoup de réflexivité, qui contient des choses évidemment très intéressantes, y compris sur des enjeux contemporains comme le procès des attentats du 13 novembre 2015. Voilà pour cette pile consacrée principalement à la Seconde Guerre mondiale. Vous retrouvez toutes les références des livres dans la description de la vidéo, vous retrouvez tous les éléments sur parolehistoire.fr également, et n'hésitez pas à partager l'émission, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle pile d'histoire et pour de nouveaux podcasts.